On a 200 grammes de trou. Alors on est à 1325. Encore un autre. Précision. Soyons précis. Et sinon les filles, vous m'expliquez ce que vous faites là? Bah, en fait, on va chercher à se représenter la préhistoire là. Mais vraiment, toute la préhistoire. Bon, du coup. 13-4, toujours. Quand on aborde la préhistoire, l'une des difficultés qu'on rencontre, c'est de se confronter à l'immensité du temps dont il est question. On parle quand même de plusieurs millions d'années, c'est pas évident de s'y retrouver. Du coup, on a voulu essayer de faire ça sur une frise chronologique, mais on s'est vite rendu compte que ça n'allait pas le faire, quoi. En fait, on va généralement utiliser une frise chronologique car c'est très pratique pour se représenter une suite d'événements dans le temps. Alors on va l'exprimer en termes de distance entre les événements, mais aussi en termes de direction, puisque l'on organise les événements des plus anciens aux plus récents, de gauche à droite. Oui, parce qu'au final, une frise chronologique, qu'est-ce que c'est? C'est une sélection d'événements qu'on va ordonner sur une ligne du temps. Du coup, en fait, une frise chronologique est plus révélatrice du contexte dans lequel elle a été créée. Elle va varier selon les régions du monde, mais aussi selon les époques. D'ailleurs, quand on nous demande de représenter le temps, souvent on le fait sous la forme d'une flèche qui pointe vers notre présent, ce qui nous donne l'impression que nous sommes l'aboutissement de notre histoire, alors qu'en fait, nous sommes qu'un point sur une histoire qui s'écrit encore. Bon, donc du coup, si on résume, la frise chronologique, c'est en fait une sélection d'événements dans le temps. Donc on est forcément face à un problème d'exhaustivité, parce que des événements, il y en a pas mal. Et on voit très bien que quand on écrit une frise chronologique, en fait, on a tendance à sélectionner en fait, ces événements thématiquement. Par exemple, si on veut écrire l'histoire de France, on va peut-être sélectionner seulement l'histoire des rois de France. Donc là, on impose un certain cadre de représentation. Au final, on sélectionne une certaine histoire. Bon, mais de toute façon, nous, ce qu'on cherche à faire ici, c'est vraiment à se représenter l'épaisseur du temps, donc la frise chronologique est peut-être pas le meilleur outil. Le problème en préhistoire, c'est que des événements, on n'en a pas vraiment. En fait, on a l'impression qu'on perd en densité événementielle quand on remonte dans le temps. Si on pense au XXe siècle, on va avoir en mémoire ces événements. Mais si on remonte par exemple à l'Antiquité, ces événements, on peut en avoir connaissance, mais simplement à travers des écrits, donc on a réappris l'existence de ces événements. Et pour la préhistoire, on n'a pas ces repères-là. Oui, en préhistoire, du coup, on est obligé de se baser uniquement sur les traces matérielles. Et évidemment, là, c'est comme pour tout, plus on remonte dans le temps, plus ces traces sont fugaces, et du coup, plus c'est difficile de percevoir la réalité de ces gens-là. Alors, après, il y a aussi la question de l'interprétation des vestiges, mais ça... Oui, on verra plus tard. Voilà. Du coup, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé en préhistoire, qu'il n'y a pas eu d'événement. Et pourtant, quoi de plus événementiel que l'élection d'un chef ? A Took will be the leader of the Stone Age. Et il y en a sûrement eu en préhistoire. Seulement, on ne connaîtra pas leur nom. Non mais, de toute façon, si on veut se représenter la préhistoire avec une frise chronologique, c'est quand même très compliqué, puisque dans ce cas-là, puisque nous, le souci qu'on a, c'est de garder l'échelle du temps, il faudrait qu'on ait la même échelle pour le XXe siècle et pour le reste de la préhistoire. Donc, je ne sais pas du tout quelle taille aurait cette frise, je ne veux même pas le savoir d'ailleurs, mais en plus, elle serait vide, quoi. Il n'y aurait rien dedans puisqu'on n'a pas vraiment d'événement. Et même si on avait un événement, comment est-ce qu'on le placerait ? On serait bien embêté. En préhistoire, on n'a pas le jour et l'heure. On a plutôt des fourchettes de dates, mais des fois à 10 000 ans près, quoi. Ouais, on peut même parler de râteau. En fait, à chaque fois que l'on cherche à se représenter l'immensité de ces périodes, on a recours à des analogies ou à des métaphores. Par exemple, pour se représenter la distance qui nous sépare du paléolithique inférieur, on va calculer en 15 fois Bourges-Paris par exemple. Paris-Bourges. Cela montre bien que l'on a besoin d'un support visuel pour se représenter le temps long. Bon, du coup, puisque comme on l'a vu, les événements en préhistoire, c'est pas si intéressant que ça que d'essayer de se les représenter, et que la frise chronologique, on arrive vite au bout, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de passer tout simplement de la 2D à la 3D ? En tout cas, nous, c'est bien ce qu'on a envie de faire. Par contre, ça demande un peu de manutention.
Alors, pour se représenter la préhistoire en 3D, on a opté pour le sable. On en a pris 15 kilos exactement et on a fait tout un tas de calculs pour que chaque période soit représentée par une quantité de sable proportionnelle à sa durée. Pour que ce soit bien visible, on a coloré chaque période avec du colorant alimentaire, comme ça on les distingue bien et vous allez voir, c'est assez impressionnant. Du coup, c'est parti, on va essayer de toucher un petit peu à l'épaisseur de la préhistoire. Et du coup, on va commencer avec le paléolithique inférieur. Allez. Alors, on commence à 2,4 millions d'années avec l'apparition du genre Homo. On va y arriver. Alors en fait, le paléolithique inférieur, on le fait débuter à 2,4 millions d'années et jusqu'à peu près 300 000. Et c'est aussi à peu près à cette période-là qu'on voit émerger les premiers outils, que l'on va commencer à faire du feu. Et là, il y a combien ? Il y a 13 kilos, je crois. Donc là, durant cette période, on a plusieurs espèces humaines qui cohabitent et qui se succèdent dans le temps. Ça va tes bras? Tu vois le fond? Vous voyez pas, mais il y en a encore un sacré paquet. Ouais. Ah non. Attends, vas-y. On y est presque. On y croit. Mais en fait, le vase, il est quasiment plein. Allez, cette fois-ci, Allez. on est au bout là. On met tout? Ouais, vas-y. Oh là là! Allez, tiens. Allez, on essaye de finir le paléo 1. Et donc, nous disions à 300 000, le paléo moyen. Alors là, c'est vraiment l'époque de l'homme de Néandertal. Ah, c'est long quand même, hein? Ouais, c'est pas mal. Et c'est de combien à combien? De 300 000 De 300 vers 40 000 à peu près, Ouais. mais on n'est pas à 10 000 entrées. Hein. Ok. Hop. Alors maintenant, on est au paléolithique supérieur. Et là, Bah donc là, Sapiens déjà, il se retrouve tout seul au paléolithique supérieur. ça va aller très très vite. Alors, ça, c'était le paléolithique supérieur. Ouais. Bon, c'est la fin du Pléistocène. Donc, on va passer au Mésolithique. Donc là, on est sur la période charnière. Bon bah on n'y est plus déjà. Ok. Voilà. Alors du coup on a été généreuse, on a mis le néolithique et la protohistoire ensemble. Donc on est sur à peu près 6000 ans jusqu'à il y a 2000 ans. Ah oui, d'accord. Et puis bah, ça là, c'est l'histoire. Je peux rien faire de plus. Voilà. Donc, voilà le temps long. Alors en fait là, on a le paléo inf, le paléo moyen, en rouge, le paléo sup, le méso, le petit jaune ici, le néo et la proto en vert derrière, et les petits points orange, là, bah, c'est l'histoire.
Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette expérience a été quand même sacrément concluante. Hein. Bon, à part les 2 vases qu'on a pétés. En tout cas, ce qu'on a retenu, c'est que déjà, on a pu encapsuler vraiment toute la préhistoire d'un seul tenant et la visualiser dans son ensemble à l'échelle. Et ce qui est vraiment marquant, c'est qu'en fait, le paléolithique inférieur, il occupe quasiment toute la place. C'est quoi. dingue. Franchement, c'est dingue. On s'y était préparés, mais ouais. ça nous a choqués toutes les deux de voir les proportions. Quoi. Et encore qu'on a commencé qu'à 2,4 millions d'années, donc avec l'apparition du genre Homo. On aurait pu décider de commencer à 7 millions d'années avec l'apparition de la lignée humaine. Mais là, ouais, non, c'était un peu trop ambitieux. Ouais, il aurait fallu un sacré paquet de sable. Hein. Et des vases. C'est sûr. Enfin bref, en tout cas, ça montre bien que les amplitudes chronologiques dont on parle en préhistoire sont vraiment phénoménales, quoi. Et d'ailleurs, il y a un truc qu'on oublie souvent quand on a l'habitude de lire des choses sur la préhistoire, c'est que les fourchettes qu'on donne à 5 ou 10 000 ans près, En fait, c'est 2, 3, 4, 5 fois l'histoire qui occupe toute la place sur nos frises chronologiques habituelles. et l'histoire, on l'a bien vu, hein. C'est vraiment juste quelques grains de sable.